Au sommaire de ce journal, la proposition de loi portant protection des femmes et autres personnes victimes de violences domestiques et de discrimination liées au genre, initiée par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été déclarée recevable. Et puis nous parlerons sécurité dans ce journal. Les FARDC sont en alerte maximale dans le territoire de Lubero face à la reprise des affrontements entre l'armée et les rebelles de la FC-M23 dans certains axes au nord Kivu et au sud Kivu. L'appréciation du franc congolais face au dollar américain est le sujet du dossier de la rédaction de Télé 50 qui a essayé de comprendre les méandres de cette réalité économique qui devrait la chronique ces dernières semaines. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. 61e Conseil des ministres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi cette importante réunion hebdomadaire à la Cité de l'Union africaine. À l'ordre du jour, l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil a aussi suivi quelques exposés, dont ceux qui se rapportent à la prévention des naufrages sur les voies navigables et la présentation d'un plan opérationnel de la situation des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la proposition de loi portant protection des femmes et autres personnes victimes de violences domestiques et de discrimination liées au genre, initiée par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été déclarée recevable par l'Assemblée plénière présidée par le speaker du Sénat, Samalou Kondé. Regardez. La proposition de loi portant protection des femmes et autres personnes victimes de violences domestiques et de discrimination liées au genre a été déclarée recevable à la Chambre haute du Parlement après une brillante présentation par son auteur, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il s'en est suivi un débat houleux et constructif. Au cours de ce débat, plusieurs sénateurs ont salué la qualité du travail législatif de Modeste Bahati avant de proposer quelques recommandations pour renforcer certains aspects du texte. La plénière a, à l'unanimité, voté la recevabilité de ce texte qui a été envoyé à la commission mixte socio-culturelle genre et enfants pour un examen approfondi. Cette loi vise à prévenir, dénoncer et protéger les victimes de violences domestiques et de discrimination liées au genre en République démocratique du Congo. Selon son auteur, Modeste Bahati, cette proposition de loi vient combler les insuffisances contenues dans le code pénal congolais. Elle a aussi le mérite de créer un cadre juridique spécifique renforcé pour lutter efficacement contre la montée alarmante des violences domestiques et celles liées au genre observées actuellement dans notre pays. Nous avons pensé que ceci cadre avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la masculinité positive. S'il a voulu insister sur ça, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de loi qui protégeait les femmes. Elles existaient, mais l'application posait problème. Et donc, nous, cette proposition vient renforcer justement cette vision du chef de l'État, mais également soutenir l'action de Fonarev. Pour rappel, lors de la législature précédente, alors qu'il était président du Sénat, Modeste Bahati avait également initié la loi sur les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux, Steve Mbika, élu de Kinshasa, a officiellement déposé une question orale avec débat adressée au ministre des Affaires foncières. L'élu de Kinshasa fustige les contradictions de l'État dans la gestion des titres fonciers et de construction dans la capitale congolaise. Regardez. La méthodologie de la démolition des constructions dites anarchiques inquiète au plus haut point les députés nationaux. Steve Mbika, l'élu de Kinshasa, s'est présenté ce jour à l'hémicycle déposer une question orale avec débat adressée au ministre des Affaires foncières. Objectif,
clarifier la gestion de cette situation, laquelle il appelle au respect strict des procédures légales et la mise en place d'un fonds d'indemnisation, tout en soutenant la démolition des constructions anarchiques afin de remettre de l'ordre dans notre capitale. Steve Mbikai dénonce par ailleurs la manière anarchique avec laquelle l'État procède lui-même à ces démolitions, car cette population est détenteur des documents légaux. C'est pas normal que l'État vienne démolir ces maisons-là sans procédure. À principe, il devait avoir des décisions judiciaires qui leur permettaient de démolir, mais aussi il fallait prévoir un fonds, comme on les fait ailleurs, pour indemniser, n'est-ce pas, les victimes. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait des sanctions contre les fonctionnaires qui délivrent ces documents au nom de l'État. Parce que l'État ne veut pas comme ça se permettre de violer les droits des citoyens impunément. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette question orale avec débat. Et après, j'aurai une réunion avec toutes les victimes de Kinshasa en tant qu'alors élus pour continuer avec la procédure jusqu'à ce qu'on va obtenir gain de cause, c'est-à-dire on doit les indemniser. Mais aussi, il faut que l'État nous dise qu'est-ce qu'il compte faire pour que dans l'avenir, on évite de retomber dans cette anarchie, dans tous les sens, l'anarchie faite par les citoyens, mais aussi l'anarchie faite par la ville de Kinshasa. Au cas où la démarche administrative n'aboutit, les députés nationaux Steve Mbikai envisagent de traduire l'État en justice afin d'obtenir réparation. Et puis l'appréciation du franc congolais face au dollar américain est le sujet du dossier de la rédaction de Télé 50 qui essaye de comprendre les méandres de cette réalité économique qui défraye la chronique ces dernières semaines. Depuis plusieurs semaines, la scène économique congolaise est animée par un débat autour de la montée en valeur du franc congolais par rapport au dollar américain. Pour certains, cette situation représente une victoire symbolique de la monnaie nationale et les signes d'une stabilisation tant attendue. Pour d'autres, il ne s'agit que d'une embellie passagère soutenue artificiellement par des mécanismes conjoncturels qui risquent de s'effriter au moindre choc économique. D'un côté, l'appréciation du franc congolais suscite des espoirs. Elle traduit la volonté des autorités monétaires de redonner confiance à la population dans sa propre monnaie, longtemps fragilisée par l'inflation et la dollarisation de l'économie. Cette tendance encourage certains acteurs économiques à effectuer leurs transactions en francs congolais, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du dollar. Elle offre également un répit aux consommateurs, car la stabilité relative du taux d'échange peut limiter la hausse des prix des biens importés. Cependant, derrière cet optimisme se cachent des illusions. L'appréciation du franc congolais ne repose pas encore sur une base économique solide. La production nationale reste faible, la dépendance aux importations demeure élevée et la diversification de l'économie peine à se concrétiser. De plus, cette stabilité est souvent le fruit d'interventions massives de la Banque centrale sur les marchés d'échange. Une stratégie difficilement soutenable sur les longs termes. Le risque est grand de voir le franc congolais reprendre rapidement sa valeur si ces interventions cessent ou si un choc externe comme la baisse du prix des matières premières venait à fragiliser les recettes de l'État. Ainsi, entre illusion et espoir, l'appréciation du franc congolais face au dollar reste un phénomène ambivalent. Elle incarne à la fois un signe encourageant pour l'avenir monétaire du pays et un rappel des fragilités structurelles de l'économie congolaise. Pour transformer cette dynamique en acquis durable, il faudra aller au-delà des simples ajustements monétaires et s'engager dans les réformes profondes. Par exemple, la relance de la production nationale, la diversification économique, l'amélioration de la gouvernance et confiance restaurée dans les institutions financières. En définitive, l'avenir du franc congolais dépendra moins des effets conjoncturels que de la capacité du pays à bâtir une économie solide, inclusive et résiliente.
Et puis clôture ce jeudi à Kinshasa de la 9e édition du Forum africain sur la justice traditionnelle qui a réuni plus de 300 participants venus de tous les continents pour débattre des vérités, justice et réparation. Dans son discours, le ministre congolais des droits humains, maître Samuel Mbemba Kabouya, a dressé un tableau sombre des massacres à l'est de la RDC et exhorté l'Union africaine à rompre le silence face à ce drame. Organisé à l'initiative de l'Union africaine en collaboration avec les gouvernements congolais à travers les ministères des droits humains. Ces forums avaient pour thème justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Dans son discours de clôture, Samuel Mbemba Kabouya, ministre des droits humains, a dressé un tableau sombre de massacres perpétrés par les Rwandais dans la partie est du pays où l'on dénombre déjà plus de 10 millions de morts et autant de victimes directement touchées par la crise. Il a ensuite appelé les participants venus des divers pays africains à ne pas oublier les génocides congolais et à élever leur voix contre les différences internationales. C'est ici, à Kinshasa, que nous avons choisi de rompre avec le silence. C'est ici que nous avons commencé à dire aux victimes, nous avons entendu, nous allons réparer. Et si demain, un enfant demandait ce que l'Afrique a fait pour les siens, alors que ce forum soit la réponse. Ils se souviennent que des dirigeants, des survivants, des juristes, des ministres se sont levés pour dire non. Pour rappel, cette 9e édition s'est déroulée durant 3 jours à Kinshasa et a réuni plus de 300 participants venant de tous les pays africains ainsi que les représentants des organisations des Nations Unies. Et puis en mission officielle à Kisangani, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, a été accueilli en grande pompe par les autorités provinciales et les militants. Des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, dont en tête ceux de sa formation politique, la FDC. Au programme, visite du centre moderne de formation de l'INPP en construction, ainsi qu'entamer les inspections dans les entreprises installées en province, chose qu'il a débuté à Kinshasa. C'est aux alentours des 14h30, heure locale, que le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, a foulé le sol de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Accompagné des membres du conseil d'administration de l'Institut national des préparations professionnelles INPP, dont son président Jean-Marie Loukoulasi et le DGA Patrick Sompo, ainsi que des membres de son cabinet, le ministre a été accueilli à sa descente d'avion par plusieurs personnalités locales, notamment le ministre provincial de l'Emploi ou encore le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Plus loin, une foule de militants des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, particulièrement ceux de l'AFDC, où le ministre Massamba et hauts cadres s'étaient mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. En signe de reconnaissance à cette marque d'attachement, le ministre n'a pas hésité à descendre les saluer personnellement. Puis, direction le gouvernorat de province. Le ministre Massamba est reçu par le vice-gouverneur, le titulaire étant à mission. Je suis accompagné par les conseils d'administration de l'INPP pour que nous puissions ensemble faire l'évaluation, se rassurer de l'avancement des travaux du centre en construction et proposer d'autres solutions pour que les travaux puissent se terminer bien avant et que le centre soit inauguré. Et ça va profiter à beaucoup de jeunes, il y aura beaucoup de filières pour qu'ils puissent apprendre beaucoup de choses. C'est la création d'emplois, voilà. Et au même moment, je profite pour lancer les contrôles, comme je l'avais annoncé dans les conseils des ministres. Ce mois d'octobre, il y a un contrôle qui va se faire sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les entreprises pour voir la conformité, l'application de la loi sur les SMIG, sur la main-d'œuvre, sur les conditions des travailleurs et aussi même pour les cartes de travail pour étrangers. Très attaché à son parti, la FDC, Ferdinand Massamba a marqué une halte au siège local de sa formation politique pour saluer ses camarades. Son séjour à Kisangani prévoit plusieurs descentes d'inspection dans les entreprises de la place, ainsi que la visite du centre de formation de l'INPP. Au
Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, précisément à Ivungu, les combattants du groupe rebelle FPPAP se sont rendus au FARDC affirmant vouloir défendre l'est du pays. Le général-major Somo Kakule Evariste a salué ce geste, les encourageant à suivre avec discipline le processus de réforme du secteur de la sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent au sérieux les manœuvres de renforcement des rebelles de la FCM 23 en hommes et matériel dans le sud du territoire de Lubero, Nord Kivu. Respectueuse des accords appelant au cessez-le-feu, l'armée observe mais reste prudente et prête à répliquer à la moindre tentative de toute provocation de l'ennemi. Le gouverneur de province l'a rappelé encore une fois aux unités des FARDC qu'il a visitées dans les positions avancées de l'armée déployées sur le front nord en profondeur du territoire de Lubero. Le général-major Somo Kakule Evariste est arrivé ce jeudi 2 octobre à Ivungu, plus de 50 km à l'ouest de Lubero Centre. Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, mon général de détachement d'honneur. Avec dans sa suite le général de brigade Joseph Mugisa, commandant du secteur opérationnel Grand Nord, Soukola 1 et commandant Front Nord, le gouverneur militaire du Nord Kivu a motivé davantage par sa présence les militaires à rester debout et prêts à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Une mission qui dit tout sur la détermination de l'autorité provinciale dans la restauration de l'autorité de l'État dans l'est du pays en accomplissant le je veux du commandant suprême. Il y a quelques jours, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a appuyé la logistique du secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord avec la remise d'au moins 4 jeeps et une trentaine de motos pour renforcer et faciliter la mobilité des FARDC de la PNC contre le groupe terroriste de l'ADF à Beni. Au Sud Kivu, l'assistance humanitaire aux populations affectées par la guerre d'agression reste une des préoccupations majeures du gouverneur de province, Jean-Jacques Poroussi. Après avoir présidé la réunion du cadre provincial de concertation humanitaire, il a reçu le représentant de l'Union européenne dans les pays de Grand Lac. Ce rencontre trimestrielle vise à établir les liens réguliers entre le gouvernement et les acteurs humanitaires, instaurer un climat de confiance entre le parti et assurer une synergie des efforts pour une meilleure mise en œuvre de l'action humanitaire. Pour le gouverneur Jean-Jacques Poroussi, ce cadre permet au gouvernement provincial et ses partenaires humanitaires d'harmoniser les vues et coordonner les actions humanitaires en faveur de la population en besoin. Vous avez, j'espère, à faire le plaidoyer auprès des acteurs humanitaires, d'autres acteurs humanitaires. Et là, nous avons reçu des visites officielles. Le représentant spécial du secrétaire général adjoint des Nations Unies et coordinateur humanitaire, c'était fin juin. Cette visite a été suivie par d'autres missions, d'autres visites diplomatiques et des bailleurs des fonds, ce qui a témoigné de l'intérêt porté au Sud Kivu par les acteurs humanitaires, mais aussi les acteurs du développement en général. Au nom des humanitaires, le chef d'antenne de Haut-Choix, François Likoyo, a remercié le gouverneur de province pour l'intérêt qu'il accorde à l'action humanitaire et le respect de sa parole dans la viabilité de ses cadres, mais aussi pour les multiples lobbies pour l'intervention des humanitaires et qui a conduit à l'arrivée de plusieurs missions humanitaires à Uvira. Mais vu la situation humanitaire alarmante sur le terrain avec 1 240 000 déplacés dans la partie sud de la province du Sud Kivu suite aux conflits armés, les humanitaires ont besoin de l'accès dans les zones d'intervention et leur sécurité reste un défi majeur. Ce même jeudi, le gouverneur a reçu les représentants de l'Union européenne dans les pays des Grands Lacs, Johan Borsoutam, accompagné par le chef du CICR en RDC, François Morion. Selon les représentants de l'UE, il s'agit de s'imprégner de la situation humanitaire sur les terrains, l'Union européenne étant le grand contributeur de l'aide humanitaire et partenaire privilégié de la RDC, qui l'accompagne aussi dans tout le processus de la recherche de la paix. En présence de cette délégation, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, en plus de ses lobbies pour une intervention humanitaire urgente et coordonnée, a réitéré son appel à toutes les autorités locales et aux différentes forces en présence dans ces conflits de laisser les acteurs humanitaires faire leur travail et accéder librement aux zones de leur intervention.
Et puis l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a ouvert sa session ordinaire de septembre. Cette session sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget provincial. Dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2025, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabomamba, a salué l'accord de paix de Washington et la déclaration des principes des Doha, fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends mes hommages le plus déférents au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de la paix dans la partie est de notre pays, en s'ouvrant au processus de paix déclenché à Washington aux États-Unis et à Doha au Qatar. Un accent particulier sur sa promesse à la nation de s'engager activement pour que la paix durable soit restaurée sur l'ensemble de notre territoire national. Ainsi donc, je demande à la population haut-katangaise de rester mobilisée comme un seul homme pour soutenir les engagements fermes du garant de la nation afin de barrer la route aux ennemis de la République. Étant essentiellement budgétaire, cette session sera consacrée à l'analyse et à l'adoption du projet d'édit budgétaire de la province, exercice 2026. Le président de l'organe délibérant a exhorté l'exécutif provincial à déposer les 10 projets à temps dans le respect de la loi en vue de permettre son examen et son adoption dans le délai. Par ailleurs, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ne perdra pas de vue le contrôle parlementaire et la production des dits, a-t-il martelé. Revenons à Kinshasa où les habitants du quartier Laurent-Désiré Kabila se disent victimes de l'arnaque de certains individus se réclamant de la régie de voies aériennes voulant s'octroyer le droit de déguerpir des propriétaires des maisons acquises depuis plus de 20 ans. Ils appellent l'intervention de la haute autorité pour les remettre dans leurs droits. RVA est en train de demander la démolition de tout ce peuple. Le peuple de Laurent-Désiré Kabila, tout un quartier. D'ailleurs, RVA n'est pas de ce côté. Il y a des limites qui nous séparent avec la RVA, qui est la rivière naturelle bien connue d'Mpassa. Mais nous sommes étonnés de voir que la RVA saute maintenant la limite naturelle pour attaquer maintenant le peuple de l'autre côté. Or, il y a une distance qui nous sépare du pied de l'atterrissage de l'avion et la rivière. Il y a une très grande différence, une très grande distance. Ils le savent tous. D'ailleurs, nous avons même les mémos de la RVA qui lui-même détermine que il se limite au niveau de la rivière Mpassa. Mais comment est-ce qu'il peut sauter ces limites pour nous attaquer ici de l'autre côté? Quand il y a eu coupure de courant, au moment de l'atterrissage du président, c'était la population qui est allée couper le courant de l'autre côté de l'aéroport? Non. 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 Ici, il y a des fois, nous arrêtons des inciviques, soi-disant des rebelles. Nous les ramenons là-bas. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces rebelles? Où est-ce qu'ils les amènent? Il n'y a pas de suite. Nous ne savons pas comment est-ce qu'ils font avec eux. Et il y a les autres qui nous disent que même si vous nous amenez là-bas, nous sommes nombreux, on ne va rien nous faire. La RV est en train de nous menacer pour que ce terrain soit vide. En fait, ils accomplissent leur mission de détruire le président, le régime en place. Le colonel Zol a eu même l'audace de passer dans les écoles des enfants pour leur dire que ne payez pas le minerval, puisque bientôt nous venons démolir. Et nous ne pouvons pas accepter que cela puisse passer. C'est pour vous prouver que nous ne sommes pas dans le terrain de la RVA. Et après plus de 10 jours de formation, les agents et cadres du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses ont vu leur session de renforcement des capacités officiellement clôturée ce vendredi. Une formation qui
confère au personnel de nouvelles compétences nécessaires pour un travail de qualité, a reconnu le directeur général du CEC, Freddy Mwamba. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du directeur général Freddy Mwamba Kanikou, accompagné de son adjoint Godel Kinyoka, ainsi que du président du conseil d'administration Dave Kalemba Kachama. Cette formation a porté sur 4 axes prioritaires, notamment la traçabilité et la diligence raisonnable, le traitement des données statistiques, l'utilisation de l'application web eTrace, l'élaboration des correspondances administratives. Les interventions ont débuté avec les allocutions du représentant directeur des ressources humaines et du directeur technique principal qui ont rappelé les enjeux et les objectifs de cette session. Un mémo a été ensuite lu par la représentante des récipiendaires témoignant de l'impact de cette formation sur leur pratique professionnelle. Cette fin particulière de ce jour n'est qu'un début de la volonté du CEC d'aller loin. Et pour aller loin, nous devons ménager notre monture. Le CEC a choisi sa monture. C'est la formation des cadres. Prenant la parole, le directeur général Freddy Mwamba Kanikou a encouragé les bénéficiaires à mettre scrupuleusement en pratique les connaissances acquises. Cette formation a permis à certains agents et cadres du centre de s'approprier des modules essentiels, notamment la traçabilité et la diligence raisonnable, les correspondances administratives, les traitements de données statistiques et l'utilisation de la plateforme eTrace. De son côté, le PCA Dave Kalemba a salué cette initiative, exprimant sa satisfaction de voir les agents et cadres mieux outillés pour affronter les défis de modernisation de l'institution. Cette initiative de la direction technique, portée et appuyée par la direction générale qui a permis la tenue de cette première session, s'inscrit pleinement dans la vision du conseil d'administration, celle d'un CEC, autorité de certification, performant, crédible et conforme aux standards internationaux. Dans un esprit de reconnaissance et de motivation, la cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux récipiendaires, un geste fort qui marque la détermination du comité de gestion à rendre le CEC plus moderne, plus efficace et résolument professionnel. Et en ce mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, Christelle Mwabilou, DGA de l'OCC, a tenu à sensibiliser les femmes de son administration. Elle les a appelées à se faire dépister en vue de se prendre en charge. Message de Madame le directeur général adjoint à l'occasion du mois d'octobre dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. Octobre n'est pas un mois comme les autres. C'est un mois de combat, un mois d'espoir et un mois de solidarité. À l'occasion d'Octobre Rose, l'Office congolais de contrôle s'associe à la mobilisation mondiale contre le cancer du sein. Dans notre mission quotidienne, nous veillons à la qualité. Mais en ce mois particulier, c'est une autre vigilance que nous appelons. Celle portée à la santé des femmes. Le cancer du sein ne se détecte pas à l'œil nu, il ne se mesure pas en laboratoire. Pourtant, il détruit bien plus sûrement que n'importe quelle non-conformité. Aujourd'hui, je prends la parole non seulement en tant que cadre dirigeante, mais aussi en tant que femme, sœur, mère et collègue. Car derrière chaque bureau, chaque uniforme et chaque fiche technique, il y a des vies humaines. Des femmes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes à leur travail, à leur famille et à la société. Le cancer du sein est une preuve injuste, mais c'est aussi une cause qui nous unit. À l'OCC, nous croyons en la responsabilité partagée. Une institution forte, c'est d'abord une institution qui prend soin de ses membres. En ce mois d'octobre, notre engagement est clair et essentiel. Rappeler à chaque femme que le dépistage est un acte d'amour et de protection de soi. Rappeler à chaque homme qu'il peut être un allié, un soutien et un relais. Rappeler à tous que la maladie ne doit jamais être un sujet honteux ou tabou. Ensemble, soyons la voix de celles qui souffrent en silence. Soyons l'épaule de celles qui traversent l'épreuve. Soyons le relais de l'espoir. À l'OCC, nous ne laissons personne derrière. Face au cancer du sein, nous choisissons la vie, la solidarité et la dignité. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres.
Au Sénat, la proposition de loi portant protection des femmes et autres personnes victimes de violences domestiques et de discrimination liées au genre, initiée par le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, a été déclarée recevable. Et puis les FARDC sont en alerte maximale dans le territoire de Lubero face à la reprise des affrontements entre l'armée et les rebelles de l'AFC M23 dans certains axes au Nord Kivu et du Sud Kivu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a visité les positions avancées des FARDC sur le front. Pendant ce temps, l'appréciation du franc congolais face au dollar américain est le sujet du dossier de la rédaction de Télé 50 qui a essayé de comprendre les méandres de cette réalité économique qui devrait la chronique ces dernières semaines. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Société nationale d'électricité ESA informe à son aimable clientèle qu'elle va procéder au recouvrement forcé et intensif de toutes ses factures de consommation d'électricité restées impayées auprès des clients semi-industriels et commerciaux à ces jours. À cet effet, elle demande à ses clients ce qui suit: payer sans délai les factures en souffrance uniquement au guichet SNEL ESA contre un acquis, exhiber les preuves de paiement des factures lors de la procédure de recouvrement forcé. Le non-paiement conduit la SNEL ESA à la coupure d'électricité sans préavis. Le rétablissement n'interviendra qu'après paiement de toutes les factures des frais de rétablissement du courant. Ce communiqué tient lieu de dernière mise en demeure. La direction générale. La Fondation Katongaise s'est réunie en session d'urgence ces jours à la suite du jugement unique prononcé par la Haute Cour militaire de Kinshasa condamnant à mort l'un de ses fils les plus illustres du Katonga, le président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Ce verdict, d'une gravité exceptionnelle, constitue une humiliation collective infligée à tout un peuple, le peuple katangais. Il ne s'agit pas seulement d'une décision judiciaire controversée, mais d'un acte politique d'exclusion révélateur d'une dérive inquiétante, d'une injustice profonde. La Fondation katangaise dénonce avec la plus grande fermeté cette mascarade judiciaire qui s'inscrit dans une longue série d'injustices, des stigmatisations, des marginalisations. Une ligne rouge a été franchie. Face à cette situation intolérable, la Fondation katangaise lance un appel solennel à tous les Katangais exerçant des fonctions dans les institutions de la République, sénateurs, députés nationaux, ministres, de rejoindre immédiatement les Katangas ou leurs frères les attendent pour leur fournir des explications quant au rôle qu'ils doivent continuer à jouer pour défendre leurs intérêts. Après la fusillade de Mosé Laurent Désiré Kabila, un autre digne fils est condamné à mort dans un procès politique. Lufu Luaka Chanjo, Luaka Buluku. Pour cet acte fort et symbolique, elle estime que les pays démontrent que l'on ne peut pas exploiter les ressources du Katonga tout en méprisant ses fils et filles. Nous sommes un peuple, un grand peuple, poursuit ses communiqués. Ceux qui persisteront, malgré ces procès iniques, devront assumer devant l'histoire et devant le peuple katangais. A-t-elle poursuivi? Le moment est venu pour le peuple katangais de se tenir debout, unis et forts face à la persécution. Nous devons nous mobiliser, non pas pour la division, mais pour défendre notre dignité, notre mémoire collective et notre identité. Estime-t-elle, la Fondation katangaise avertit la communauté internationale que la persécution des Katangais et l'acharnement contre Joseph Kabila constituent une grave menace pour la cohésion nationale. Le silence de celle-ci s'apparente à une complicité grave et irréparable. Cet appel est un acte de fidélité à l'histoire de la République démocratique du Congo et à ses martyrs. La Fondation katangaise dit rester debout, résolue à défendre le droit, l'honneur et la dignité de son peuple. Fait à Kinshasa le 2 septembre 2025 pour la Fondation katangaise.